Un des gros enjeux de la voiture électrique, c'est la capacité de produire des batteries. Alors c'est évidemment un enjeu international, mais également un défi européen. On en parle avec Sylvie Ouziel, présidente internationale de Envision. C'est un partenaire technologique du zéro carbone, un groupe international, mais basé, enfin son actionnaire principal est en Chine. Et il a racheté une filiale de Nissan qui va investir 2 milliards d'euros pour construire un site de production de batteries à côté de l'usine Renault à Douai, là où s'est déplacé le président de la République française lundi. Également avec nous en visio, Clément Leroy, associé spécialiste énergie et mobilité pour le cabinet de conseil Wavestone. Alors vous intervenez depuis très longtemps auprès des grands énergéticiens sur les transformations vers un système énergétique plus durable. Donc voilà, deux experts en plateau pour adresser ce sujet. Sylvie Ouziel, on va démarrer ensemble déjà à propos de ce qui fait l'actualité. Donc c'est cette usine à Douai, c'est une gigafactory qui va être construite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quel est le contexte, l'ambition et pourquoi le groupe Envision s'y intéresse? Mais alors nous déjà, on est extrêmement heureux de prendre part à la transition énergétique en Europe. Le positionnement du groupe, c'est vraiment d'être le partenaire technologique du net zéro. Donc quand on voit l'Europe prendre un tel leadership et la France avancer aussi vite sur la décarbonisation, eh bien, on est tout à fait ravis d'apporter nos technologies et de contribuer à ce grand mouvement, à cette vague de croissance verte, très concrètement incarnée par cette usine de batterie. Donc oui, nous pensons que l'électromobilité est vraiment un levier clé de transformation et de transition énergétique, mais aussi de croissance. La batterie est essentielle. On a racheté, comme vous le disiez, la technologie de Nissan qui équipe la Nissan Leaf depuis 10 ans. Plus de 600 000 véhicules sur la route. Et nous sommes en train de proposer ces batteries à d'autres constructeurs. Et notamment Renault vient pour sa nouvelle génération de 4L et de Renault 5, clin d'œil à des véhicules emblématiques, de choisir nos technologies. Et donc pour fournir Renault, on pourrait arriver à quelle capacité de production avec cette usine? Alors on parle, en véhicules, c'est peut-être plus parlant, d'équiper au départ 150 000 véhicules par an et puis de monter en puissance pour 400 000 uniquement pour Renault. Donc, je disais que vous aviez investi 2 milliards d'euros sur ce projet. Il y a l'État aussi qui participe à l'investissement, d'où le déplacement du président, à hauteur de 100 millions d'euros, l'État et les collectivités. Voilà, oui, on a travaillé avec l'échelon national, régional, local. On a travaillé beaucoup avec Choose France. Et tout ça s'est mis en place très rapidement. On est très, très content de cette collaboration avec l'État. On a commencé à en parler, notamment dans le précédent sommet de Choose France en novembre, entre notre président Lézang et le président Macron. Et puis tout ça s'est mis en place très, très rapidement. Et là, on est à pied d'œuvre. On espère construire, on va construire sur 2022-2023 et commencer la production effective en 2024. D'accord, donc marche accélérée quand même. Exactement. Clément Leroy, bonjour. Merci d'être connecté avec nous. On en est où en France et en Europe sur notre capacité de produire des batteries pour les prochains véhicules électriques? Il est temps qu'on accélère? Ah oui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on dépend encore très, très majoritairement de l'importation d'Asie. Alors aujourd'hui, les grands producteurs, c'est effectivement la Chine et puis la Corée du Sud. Et donc, l'ensemble de notre filière industrielle automobile dépend très largement de ces acteurs et de ces pays. Sachant qu'aujourd'hui, il faut le rappeler quand même, la batterie compte pour environ 40-45% de la valeur d'un véhicule électrique. Donc, autant dire que c'est vraiment un organe central et à forte valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, le fait que l'Europe reprenne son destin en main, le fait qu'on installe des capacités de production sur notre territoire et dans nos pays est plus que fondamental pour assurer l'avenir de la filière automobile. Y compris si on fait venir des investisseurs étrangers? Alors, j'allais dire que tous les moyens sont bons, c'est-à-dire que quand Bruno Le Maire, il y a quelques années, a commencé à parler de l'Airbus de la batterie, donc le fait de développer des capacités industrielles de production de batteries en Europe, c'est vrai qu'au début, l'ensemble de la filière a été un peu sceptique du pourquoi et du comment. On partait de très très loin, donc avec une nécessité d'installer des productions, de sourcer des matières premières, etc. Donc le défi était de taille. Et puis petit à petit, tout ceci s'est mis en place. L'axe franco-allemand a été très performant. Le dialogue a été de très bonne facture. La Commission européenne ensuite s'est greffée à ces discussions et donc s'est emparée aussi de ces éléments pour créer un cadre favorable. Et donc effectivement, on voit aujourd'hui des projets de Gigafactory commencer à se multiplier en Europe. Et donc aujourd'hui, effectivement, la nécessité, c'est d'installer des capacités, que ce soit par des acteurs européens ou à forte racine européenne, ou avec des partenariats internationaux, type celui qui vient d'être annoncé entre Renault et Envision.
Alors, aujourd'hui, les ventes de véhicules électriques, on les voit progresser. Quelle est votre vision du marché sur le plus long terme? Comment est-ce qu'on va faire pour répondre à cette demande? Parce qu'une gigafactory, super, mais ça ne va pas être suffisant. Oui, alors ce qu'on voit, c'est vraiment une croissance de plus de 120% en Europe. C'est maintenant 13% sur les 4 premiers mois de l'année des nouveaux véhicules vendus qui sont soit véhicules hybrides rechargeables, soit à batterie, à peu près moitié-moitié. La France est à 15%, elle fait mieux que l'Europe. L'Allemagne est à 22%, elle est en plein rattrapage. Donc concrètement, ça veut dire des x2, x3 par rapport à l'année précédente. Donc c'est vraiment une croissance exponentielle, ça va continuer. Et puis de nombreux constructeurs ont annoncé qu'ils allaient totalement verdir leur gamme rapidement. Les villes annoncent de plus en plus, et les États, que le véhicule non électrique ne sera plus autorisé à la vente, va être banni. Donc on y va très très vite. Il y a tout un système d'incitation, à la fois un peu carotte et bâton. Donc les constructeurs, comme vous le savez, ont des pénalités sur le scope 3, sur les émissions des véhicules qu'ils mettent sur la route s'ils vendent des véhicules à combustion traditionnelle. Donc ils ont une incitation très forte à pousser le véhicule électrique. Ils ont tous verdi leur gamme massivement, y compris les constructeurs allemands qui n'avaient pas été les plus proactifs là-dessus. Donc les précurseurs qui sont Renault-Nissan, qui sont l'alliance, sont un peu rattrapés maintenant par leurs concurrents, tout le monde s'y met. Et puis il y a aussi des incitations pour les conducteurs avec des aides à la charge intelligente, avec des obligations pour les nouveaux bâtiments de s'équiper en suffisamment de places de parking qui permettent la recharge électrique. Donc tout ça est vraiment très convergent. Et puis nous, ce qu'on trouve sur le véhicule électrique, c'est qu'au-delà de décarboner sur la route, ça pousse à produire de l'énergie renouvelable parce qu'il faut Alors aussi j'allais y venir, décarboner parce en que amont. les batteries, c'est pas forcément très vert. Alors voilà, il y a plusieurs sujets. Il y a le fait qu'il faut déjà charger la voiture avec de l'électricité verte, sinon ça n'a pas vraiment de sens puisqu'on émet dans des centrales à charbon et dans des centrales à gaz. Donc finalement, on ne fait que déplacer les émissions. Le deuxième sujet, c'est de produire la batterie et le véhicule lui-même avec une énergie décarbonée. Nous, on est très vigilants à ça. On sera zéro carbone pour notre propre périmètre, pour nos opérations en 2022. Donc c'est dans 18 mois, c'est Alors très ça proche. passe par quoi? C'est du nucléaire? C'est de l'hydrogène? En France, ça va être du nucléaire. On va pousser beaucoup à aussi insérer de l'énergie renouvelable dans les régions dans lesquelles on s'installe. Et on pense que c'est vertueux. Produit aussi ou installe des éoliennes? Alors on conçoit, on fabrique des éoliennes, mais aussi des systèmes de logiciels qui permettent d'optimiser la production énergétique et de l'insérer de manière harmonieuse dans le réseau avec toute la flexibilité nécessaire. Et on équipe 90% de parcs qui ne sont pas nos propres éoliennes, nos propres technologies. Donc on croit au logiciel objets connectés, intelligence artificielle, à l'orchestration, même encore plus qu'au hardware, qu'au matériel lui-même. Mais donc nous, on va demander ce type d'électricité pour nous-mêmes. Et du coup, ça rend les zones industrielles où nous nous implantons d'autant plus attractives pour d'autres industriels, pour des data centers qui cherchent eux aussi de l'énergie renouvelable. On travaille aussi sur le recyclage. Vous parlez de tout le cycle de vie qui doit être pris en compte, absolument. Et puis, vous évoquiez l'hydrogène. L'hydrogène, pour nous, c'est aussi un passage essentiel pour décarboner des industries qui ont des émissions différentes, qui sont très lourdes et actuellement polluantes, comme le ciment, les engrais, l'acier. ArcelorMittal a fait des déclarations sur l'acier vert. Ça passe par consommer un hydrogène qui est produit par l'électrolyse de l'eau, donc H2O, qui va produire de l'oxygène et de l'hydrogène avec de l'énergie au départ, d'électricité au départ verte. Et là, c'est complètement vertueux. Par rapport à aujourd'hui, ces mêmes industries chimiques qui consomment de l'hydrogène dit gris, qui est obtenu à partir du méthane et qui donc évidemment produit dans ce processus-là beaucoup de CO2. Mais là, on parle de l'hydrogène pour des applications industrielles. Exactement. On n'est pas du tout en train de parler de la voiture à hydrogène. Alors nous, on pense que l'hydrogène est complémentaire de la batterie, pas sur la voiture, pour deux raisons très simples. La première, c'est que le rendement énergétique de l'hydrogène pour un véhicule est beaucoup moins avantageux que celui de la batterie. Avec la même quantité d'électricité, si on doit passer par un électrolyseur, fabriquer de l'hydrogène et reconvertir cet hydrogène en énergie, on a une déperdition qui est absolument colossale par rapport à charger une batterie électrique. Donc on ne croit pas tellement aux véhicules à hydrogène. Puis deuxième difficulté, il faut développer tout un réseau de stations-service, ce qui est aussi compliqué. En revanche, pour des usages énergétiques plus gourmands, plus lourds, où la densité énergétique d'une batterie serait insuffisante, pour des camions, des véhicules utilitaires, pour des avions évidemment, des navires, là l'hydrogène effectivement s'impose et on est sur des trajets qui sont en général plus bordés, plus bornés, avec des allers-retours, donc il est plus facile d'équiper en points de recharge en hydrogène que ça serait nécessaire de le faire pour des particuliers qui eux ont des trajets beaucoup moins réguliers. Alors Clément Leroy, on aborde là la question du plan hydrogène aussi par cette actualité. On en est où, nous, la France, sur nos choix stratégiques et sur la cohésion avec les programmes européens ? Alors sur l'hydrogène,
effectivement, là, on a eu une montée en puissance exponentielle ces dernières années. On se souvient tous du plan Hulot sur l'hydrogène de 100 millions d'euros, qui à l'époque avait été jugé très insuffisant au vu des enjeux, au vu de la manière de retourner complètement la filière énergétique. Et depuis, à la fois la France, mais aussi l'Europe, ont pris vraiment la dimension des investissements à réaliser. Les groupes industriels ont mis sur la table des investissements très conséquents, en milliards d'euros. Toute une filière de R&D, d'innovation s'est créée avec beaucoup de start-up et on peut là aussi faire un petit cocorico parce qu'on a en France énormément de start-up qui innovent sur les technologies, sur les algorithmes, on en parlait à l'instant, etc. Et puis effectivement avec le soutien des pouvoirs publics, il faut souligner en particulier d'ailleurs le rôle des régions. C'est à l'actualité avec les élections qui viennent d'avoir lieu. Et effectivement, les régions sont en train de se doter d'écosystèmes. L'idée, c'est d'avoir des hydrogen valley, donc voilà, des clusters avec, sur des mêmes lieux, dans une unité de lieu, à la fois des moyens de production, des moyens d'innovation et évidemment des débouchés, en particulier avec le train à hydrogène, avec la mobilité lourde sur les bus, sur les bennes à ordures ménagères. Voilà, donc on sent que beaucoup de régions sont à l'œuvre et on voit maintenant des activités très opérationnelles se développer. C'est-à-dire qu'on serait en train de prendre une place de meneur en Europe sur l'hydrogène, mais on en est où sur la partie batterie, en revanche, pour le véhicule électrique, qui est personnel et qui semble la solution la plus évidente et la plus urgente, je dirais? Oui, alors effectivement, à ce jour, il y a environ une trentaine de projets de gigafactory qui sont annoncés en Europe. Les pays du Nord ont dégainé en premier, si je puis dire. Donc, entre autres, la société Northvolt, qui a été pionnière en Suède pour mettre en place des activités de construction et d'assemblage de batteries. La ligne de production d'essai est déjà opérationnelle depuis un certain temps. Et puis, l'usine, la Gigafactory, va être mise en service là toute fin d'année. Donc, ce sera la première qui va fonctionner. L'Allemagne tire bien son épingle du jeu avec un tiers des gigafactories pour l'instant annoncées sur le sol allemand, donc 10 sur 30. Entre autres, l'usine Tesla qui donc sera celle qui va irriguer toute l'Europe pour la construction, l'assemblage des Tesla sur le sol européen. Et puis la France qui donc annonce sa deuxième gigafactory avec l'annonce Envision en lien avec Renault. Une troisième certainement à venir puisque c'est un peu plus dans l'ombre on va dire, mais il y a quand même une deuxième annonce très structurante de Renault qui est la prise de participation au capital d'une société française iséroise qui s'appelle Vercor. Et cette société donc met au point des batteries à haute densité et haute performance qui vont venir alimenter le haut de gamme de Renault ainsi que les Alpines, donc les voitures de sport. Et donc cette société Vercor ambitionne à la fois de mettre au point une chaîne de prototypes l'année prochaine, mais aussi dans les 3 ou 4 ans qui viennent, une gigafactory pour produire ces batteries haute densité. Alors, on a commencé à l'évoquer ensemble, Sylvie Houziel. Il y a aussi l'enjeu sur la recharge. Vous parliez de la problématique d'installer des stations hydrogène partout, mais de la même façon, il va falloir trouver des points de recharge un peu partout en France. Oui. Alors nous, on pense que l'Europe s'est beaucoup focalisée sur la charge publique. Donc, il y a effectivement un besoin. Il y a le problème aussi des longs trajets quand on part en vacances ou sur de longues distances. Maintenant, la recharge au quotidien, c'est plutôt des petits trajets, c'est 45 km, donc c'est 10-15% de la batterie. Ce n'est pas forcément une recharge très importante. Et puis, les véhicules restent immobilisés 95% du temps. Et puis, surtout, les conducteurs se garent par rapport à leur vie quotidienne où ils ont besoin de se garer, au travail et à domicile. Et finalement, notre approche. Alors, il y a une obligation aujourd'hui au sein des copropriétés, en fait, de fournir le dispositif nécessaire à la recharge de sa voiture. Alors, c'est une très bonne question. En fait, notre approche à nous, c'est vraiment d'équiper les places où les gens se garent naturellement. Oui. Finalement, on charge parce qu'on s'est garé. On ne va pas se garer exprès pour se charger et puis attendre un SMS pour aller bouger sa voiture au milieu de sa journée de travail, au milieu de sa nuit de sommeil et que quelqu'un d'autre en pyjama descend de bouger sa voiture aussi parce qu'il a reçu un SMS comme quoi une place s'était libérée. Ça, on n'y croit pas du tout. On pense que les gens doivent continuer à se garer naturellement et qu'il faut équiper un maximum de places en recharge entre guillemets lente, puisque le véhicule ne bouge pas 95% du temps, et en recharge orchestrée avec de l'intelligence artificielle, des objets connectés. Donc piloter tout ça automatiquement et piloter ça dans le cadre de l'ensemble de l'infrastructure, dans le cadre du bâtiment intelligent qui revoit toute sa consommation énergétique, du port intelligent. On est très content d'ailleurs d'avoir gagné le projet de port vert avec Anvers et Barcelone et s'équiper en station de charge pour les bateaux à quai en l'occurrence et aussi les voitures fait partie du projet. Donc on pense que c'est vraiment une charge plutôt lente, naturelle, là où on se gare naturellement et orchestrée. Et sur les copropriétés,
copropriété, il y a un petit sujet que l'Allemagne a, entre guillemets, fait sauter, qui est en train d'être étudié en France, qui est que si vous habitez dans une copropriété et que vous voulez installer un poste de charge, vous êtes obligé d'avoir l'accord de la copropriété. Oui. Et on sait, pour ceux qui sont concernés, que c'est parfois un petit peu compliqué, qu'il faut attendre les âgés, qu'il faut mais il y aura une obligation à venir, je crois, qui fait que tout le monde a plutôt intérêt à... Donc là, en Allemagne, ils ont carrément fait sauter cette obligation de demander l'accord de la copropriété, ce qui est, alors je ne sais pas comment ils se sont accommodés du code de la propriété, mais en tout cas, ils ont réussi à faire sauter cette obligation et maintenant, vous pouvez équiper votre garage dans une copro sans avoir à demander l'autorisation préalable de la copro. Et la France travaille à des mesures similaires. Mais la France a déjà passé une loi là, qui rentre en vigueur en mars dernier, qui oblige pour les nouvelles constructions, dans le cadre des nouveaux permis de construire, à avoir 20% des places de parking minimum qui sont équipées pour les véhicules électriques. Bon, je pense que ça mériterait un talk en soi aussi, ces questions de recharge et de stations de recharge. Clément Leroy, je n'ai pas le temps de vous faire réagir, on arrive à la fin de notre discussion, mais comme vous êtes un expert en France sur ce sujet, je vous réinviterai, c'est certain. Merci beaucoup plaisir. Clément Leroy, donc consultant associé spécialiste énergie et mobilité chez Wavestone, et merci à Sylvie Ouziel, présidente internationale d'Envision, d'être venue partager l'actualité et la commenter avec nous. Juste après la pause, c'est le rendez-vous Game Business. On part sur l'actu du jeu.